RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Café des Sports hebdomadaire, ce rendez-vous que vous avez chaque semaine avec nous. Et nous sommes toujours au rythme de l'Euro dans Radio Foot International, mais pas seulement. Et cela nourrira les débats du jour dans cette émission avec les invités qui sont là, fidèles au rendez-vous. N'est-ce pas Rémi Ngono, bonjour. Toujours en poste et toujours à l'heure, Ouais. malgré d'autres qui cherchent toujours à arriver comme des souris avec la queue entre les jambes. Salut à toi Xavier Barré, entré par la fenêtre. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Bonjour Benjamin Moukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Tous, très bien. vous êtes bien là au rythme de l'Euro? Oui, au rythme de l'Euro, même si pour le moment on ne voit pas de très grands matchs. Exactement. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette émission parce que justement, à 7 euros, une nouvelle compétition commence, comme dirait Didier Deschamps. Plus de place au calcul. En cette phase à élimination directe, les favoris du premier tour sont en 8e de finale. Certains sont-ils en danger ? Les Bleus, loin d'être rassurants, suscitent des doutes, mais Mbappé et ses coéquipiers ont aussi des atouts, bien sûr. Quelle certitude autour de l'équipe de France. Et puis la sélection du pays hôte, la Nationalmannschaft ne peut perdre, évidemment, à domicile. Et les Allemands sont sous la pression de solides Danois. La Copa América est le festival offensif de la Céleste et l'équipe d'Uruguay, emmenée par le fantasque Marcelo Bielsa, impressionne après sa deuxième victoire. Peut-elle bousculer la hiérarchie cette saison et bousculer l'Argentine et le Brésil? Nous en parlerons, nous aurons aussi évidemment vos cartons et les nôtres. Et au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, Mathieu De Gueldre est à la réalisation sonore, celle de la version radio de ce Café des Sports. Et puis il y a Yann Bourdela et Souel Kedir pour ce qui est des moyens vidéo France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. En allant plus loin, ça va monter en volume, en qualité, et les gros sont là, comme d'habitude. Eh bien, on l'espère que ça va monter en qualité, surtout. En tout cas, ils étaient plusieurs favoris sur la ligne de départ lors du coup d'envoi le 14 juin dernier, au départ de cet Euro. Et ils sont au rendez-vous des huitièmes de finale. Si on regarde Angleterre, Espagne, Allemagne, France ou encore Italie et Belgique qui ouvriront le bal de cette phase éliminatoire, de cette phase des huitièmes de finale. Pour rappel, je vous le dis, mais il y aura Suisse-Italie, ça sera la première rencontre et ça sera samedi à 18h. Ensuite, Allemagne-Danemark et puis le lendemain, ce seront Angleterre-Turquie et Espagne-Géorgie. Et puis d'ici le prochain Radio Foot, eh bien, il y aura aussi France-Belgique. Alors, des favoris au rendez-vous, mais pas forcément spectaculaires. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, Benjamin, et c'est ce qui nous interroge, ce qui nous peut-être dérange aussi un peu. Hier, Carlos Bianchi, dans cette émission, parlait d'un euro fatigué, en tout cas de sélection fatiguée, voire de stars fatiguées. Alors selon vous, de grosses nations habituées en tout cas à ces phases finales, elles sont passées, mais est-ce qu'elles sont en danger dès à présent dans ces huitièmes de finale? Parce que cet Euro, on l'a bien remarqué, Benjamin Moukanjo, c'est aussi la fête des petites équipes. On s'est enthousiasmé avec la Géorgie, avec la Roumanie, avec la Slovénie. Est-ce que vous voyez des gros en danger dans ce huitième de finale? Oui, si on se réfère notamment aux trois premiers matchs, et bien sûr qu'il faut se référer aux trois premiers matchs de la phase de poule, on a quand même vu des équipes en très grande difficulté et qui ont peiné, je pense notamment à l'Angleterre, pour moi, qui dans ces trois matchs a joué, à chaque match jouait quasiment une demi-heure. Qui, comme dans chaque compétition, arrive avec un beau statut. Oui, et quand on voit l'effectif, évanescent. en plus, on voit l'effectif, on voit les joueurs, il y en a qui ont été champions d'Angleterre, ils jouent tous
dans des grands Champion clubs. d'Europe. Oui, on se pose des questions parce que quand on regarde au-delà de la qualité individuelle de chaque joueur, on voit que Southgate n'arrive pas à trouver un équilibre pour faire jouer son équipe entre Harry Kane et Bellingham qui se marchent dessus par moment, qui n'arrivent pas à trouver le bon positionnement. Moi, cette équipe, elle m'a un peu déçu parce que pour moi, c'était le grandissime favori de la compétition. Maintenant, attention, peut-être que je m'avance un peu trop vite. Parce Elle que va là, se on va retrouver rentrer, face à la Turquie. Voilà, on va rentrer dans une nouvelle phase de cette compétition, élimination directe. Ces Vous gens-là qui avez sont disputé capables. des CAN, Benjamin, est-ce que vous l'avez senti, vous aussi, le premier tour? Alors, il n'y avait peut-être pas 24 équipes encore en 2017, mais Ouais. est-ce que vous le sentiez, vous aussi, par les instructions de votre sélectionneur et tout, de se dire, bon, on y va mollo, parce qu'après, là, il faut être vraiment prêt? Après, on ne choisit jamais d'y aller mollo. On ne choisit pas, on a toujours envie de Mais bien psychologiquement, débuter. peut-être? Moi, je l'ai senti, on l'a senti notamment en 2017. Vous parlez de 2017 quand on gagne la CAN avec le Sénégal, qui a fait un parcours remarquable, qui a gagné ses 3 matchs. Lors de son 3e match, a décidé de changer son effectif et en quart de finale, est tombé contre nous, contre le Cameroun. Et ben nous, on a fait le dos rond, on les a poussés jusqu'au tir au but. Et ben à la fin, les Sénégalais sont sortis. Pourtant, c'était les grandissimes favoris de la Ils compétition. étaient partis trop fort? Non, ils étaient partis comme il fallait, mais pour dire que dans un match à élimination directe où maintenant on rentre réellement dans le calcul, parce que là, quand on joue le premier match, on est un peu dans l'euphorie, on se dit, bon, même si on trébuche, on a la possibilité de se rattraper derrière. Là, on rentre Ou alors, quand on a vraiment gagné dans les le... deux, on se Oui, dit, là, on rentre tranquille. vraiment dans le calcul. Les équipes, entre guillemets, moyennes ou un peu plus faibles que les autres, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est de résister jusqu'au bout en espérant amener ces grandes nations au tir au but. Et on sait que les tirs au but, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Exactement, Ouais. c'est peut-être Moi, il y a- ça parfois la mauvaise surprise, et je crois que la France s'en souvient. Il y a un élément, Xavier. il y a un élément qui me paraît discutable dans ce que dit Benjamin Moukanjo en comparant la Coupe d'Afrique des Nations, qui la plupart du temps a lieu en pleine saison européenne, et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs évoluant dans les clubs européens qui sont internationaux africains qui vont disputer la compétition, de cet Euro qui a lieu en fin de saison. Et vous évoquiez la fatigue notamment des joueurs anglais, et je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer. D'ailleurs, les Anglais ont loupé le coche à la dernière Coupe du Monde qui avait lieu en pleine saison, et ils ont été très bons, et ils ont échoué en quart de finale de peu face aux Bleus. Donc on voit que les joueurs anglais qui sont tous internationaux dans des grands clubs avec des calendriers démentiels sont effectivement fatigués. Et c'est une constante dans l'histoire du football anglais de sélection. Oui, mais ils dans les jouent pas grandes que en compétitions. Angleterre, en plus. La Bellingham, grande il joue, majorité. à Oui, Madrid. mais Bellingham, pareil, il est allé en finale de la Ligue des Champions avec le Real. Donc du coup, tous ces joueurs anglais, aussi bons soient-ils, ils ont eu une saison. Mais est-ce que c'est Mais les ça, seuls c'est que la vous avez faute à vus qui fatigués? Mais C'est la faute à qui? alors, le problème de la préparation physique, après, Ouais. les différents préparateurs physiques vous le disent. Souvent, il faut refaire une mini-préparation. Exactement, on est d'accord. Et du coup, Ouais. pendant le premier tour, ils sont encore en train Ouais. d'ingurgiter cette préparation. D'où les prestations décevantes des grosses équipes, parce qu'elles sont programmées pour être performantes en quart, en demi, en finale. Donc moi, je pense que ces grands pays dont on dit qu'ils déçoivent, ils vont être performants et c'est eux qui vont aller au bout dans C'est eux cet qui Euro. feront le spectacle. Rémi, est-ce que vous partagez cet avis que finalement, bon, les petits, ça a été un peu la fête au premier tour. Hier, on parlait avec un confrère roumain qui disait pour nous, c'est extraordinaire, un Euro à 24, parce que ça nous permet de vibrer, d'être présents. Ils sont en 8e de finale et peut-être que ça sera leur point le plus haut. Encore que En ils ont 2000, des ils étaient en quart de ambitions. finale. Hein. Ils ont des ambitions contre les Pays-Bas, oui, bien sûr. Mais c'est surtout, là, est-ce que vous voyez des gros se faire piéger ou ils sont préparés, en fait et même si le spectacle ne nous plaît pas, c'est ça leur mise en route. La dernière Coupe du Monde nous donne déjà pratiquement la réponse, dans la mesure où, je me souviens, tout un chacun d'entre nous, après la prestation de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, Ouais. ne Ouais. voyait même pas l'Argentine traverser le premier tour. Mais sauf que, après, bon, On sauf était que- tous méfiants quand même. On se méfiait quand même. avec Non, eux. Benjamin, je vais ressortir tes analyses où tu disais que c'est du jamais vu cette équipe d'Argentine est désorganisée, elle n'est pas posée. Rémi, c'est faux. Voilà. Mais elle est allée au bout. Donc, quand on essaie de regarder même aussi, même les Non, mais bookmakers... Rémi, on qui peut ne parler se- de la France en 2018, en Russie, on s'en souvient. On était tous circonspects devant le spectacle en se disant on va pas aller loin. Et non, c'est pour ça que je dis que les gros
On peut dire qu'ils ont déçu, mais il faut savoir que les petits y mettent beaucoup d'énergie pour les premiers matchs parce qu'il faut sortir tête haute. Mais sauf que quand la compétition avance, ils ne peuvent plus donner autant d'énergie, autant d'euphorie parce que là, l'expérience va compter et aussi ce qu'on appelle le banc. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe d'Angleterre, bon, vous regardez, on fait sortir les titulaires, mais quand on fait entrer Cole Palmer, on se rend quand même compte qu'il peut être dangereux à tous les coups et que le banc est très consistant. C'est pour ça que je dis que pas pour le cas du l'instant... Portugal, hein, Rémi. Non, c'est des... non, même le Portugal n'a pas mal joué. Hein. Le Portugal n'a pas mal joué. Hein. Rémi pas parce que... était furieux après la défaite face à la Géorgie. La Géorgie, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Géorgie a bien joué, mais il faut savoir que son gardien a fait quand même 21 arrêts. Pour moi, c'est le meilleur gardien de la compétition. Non, mais Rémi, ils sont peut-être moins fatigués. Ils sont moins en jambes peut-être et de moins haut niveau. Mais en tout cas, ils sont peut-être moins fatigués, les Géorgiens. Oui, ils sont moins fatigués, mais ils seront plus fatigués. SMS, parce que justement, je dis qu'à force de subir beaucoup d'énergie, comme je dis, bon, le gardien, il fait des miracles contre la Turquie. Il fait 11 arrêts, c'est extraordinaire. Mais bon, quand vous allez rencontrer une équipe comme l'Espagne qui a une possession, qui va vous harceler, et avec des dribbleurs tels que Nico Williams, et de l'autre côté vous avez Yamal, vous allez commettre des fautes au niveau de la surface. Et vous avez aussi quelqu'un comme Rodri qui peut tirer même à distance. Ça fait qu'à une certaine période, vous serez obligé de lâcher. Mais alors ça veut dire, messieurs, je vous écoute là, que finalement vous ne voyez pas vraiment de gros se faire éliminer dans ce 8e de finale? Pas de gros, en tout cas pour les premiers jours, hein, pour les premiers matchs que j'ai cités tout à l'heure. Si l'Italie se fait éliminer par la Suisse. Un peu l'Angleterre, il avait l'air de douter de l'Angleterre, contre mais la c'est face à la Slovaquie. Même l'Italie, je doute aussi. Hein. Oui, mais l'Italie est face à la Suisse. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse est un petit aujourd'hui? Non. Comparé à l'Italie, oui. Oui, alors bien sûr, ils sont champions d'Europe en titre, les Italiens. Ils se qualifient à l'arrache avec ce but à la 90e plus 8 du temps additionnel. Même comme sur le cours du jeu, parce qu'ils ont quand même beaucoup eu à faire de la pression. Hein. Oui, non, mais tardivement. Non, mais ils sont forts en plus, ces Suisses. Et ils sont dans leur énergie de 2021 quand ils avaient éliminé la France. C'est la seule équipe avec la France qui, depuis 2014, est présente dans toutes les phases d'élimination directe. Vous avez des équipes qui ont eu des accidents, l'Espagne, l'Allemagne, qui ont raté les premiers tours. La Suisse et la France sont les deux seuls pays européens qui, en Coupe du Monde, comme à l'Euro, passent en phase d'élimination directe. Et d'ailleurs, les Suisses avaient éliminé les Bleus du dernier Euro. Donc, c'est vraiment une équipe qui a une vraie qualité. Alors, s'ils éliminent les Italiens, forcément, sur le prestige du pays, on va dire, oui, les champions d'Europe, 4 fois champions du monde sont éliminés, c'est un exploit pour les Suisses. Mais sur ce qui démontre ces dernières années, parce que c'est très équilibré. L'Italie, c'est une équipe en reconstruction. On a changé d'entraîneur. Et le gros problème de l'Italie, c'est qu'elle ne va pas avoir un des meilleurs, en tout cas sur le terrain, l'autre fois, celui qui fait cette passe décisive magnifique, qui est Calafiori. Le défenseur. Le défenseur central, il est suspendu, il a pris 2 cartons. Et il a marqué contre son camp aussi. Donc, il faut voir, ça peut être aussi un avantage pour l'Italie. Alors, si on s'arrête sur les grandes nations, on avait envie quand même de parler des Bleus. Ces Bleus et leur mot MAUX, hein, n'est-ce pas ? Et notamment le fameux nez de Kylian Mbappé, mais on a l'impression que le problème se résorbe un peu. En tout cas, il y a évidemment cette statistique qu'on entend. Les gens, pour se rassurer, sans doute, se disent les expected goals, hein, les buts qui auraient pu ou dû être marqués. C'est selon la traduction, n'est-ce pas ? Aurait voulu qu'on en inscrive 6,45 dans un match. Sur les 3 matchs. Sur les 3 matchs, du premier tour. alors qu'il y en a eu un seul marqué par un Français, puisqu'il y a aussi un but contre son camp, et celui-là, c'était le penalty de Kylian Mbappé. Le secteur offensif, eh bien, il attaque, mais il ne concrétise pas franchement beaucoup. En tout cas, derrière, ça tient, et c'est peut-être une des satisfactions. Mais lundi, ce sera donc face au Diable Rouge, cette Belgique que l'on connaît bien, cet adversaire qui, surtout, nous aime peut-être pas beaucoup, et qui ne nous aime pas trop, mais on se retrouve face à lui parce qu'on a terminé 2e du groupe, et eux aussi, d'ailleurs. Écoutons l'avis de Didier Deschamps sur cette sélection belge. On se connaît bien évidemment, donc ça fera un gros 8e de finale pour nous, comme pour eux d'ailleurs.
Il y a toujours évidemment des individualités, notamment en domaine offensif. Ça fait De Bruyne, Lukaku, Djokou, Trossard, voilà. Mais bon, s'ils finissent deuxième, c'est qu'ils ont eu aussi certaines difficultés, mais potentiellement, ça fait partie des très bonnes équipes qui ont l'ambition d'aller loin. Voilà, il n'y a pas à se dire on aurait pu avoir un autre, au moins avec la Belgique, on sait ce qu'on a, et en termes de motivation, il faudra qu'on soit à notre maximum, bien évidemment. Être à son maximum. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les Bleus? Rémi, alors évidemment, on a tous corrigé. Djokou, c'est juste Doku, mais il a dû apprendre à le dire depuis notre ami Didier Deschamps. Quels sont les atouts et les certitudes, selon vous, de cette équipe de France? Le premier atout, je peux dire, il est défensif. N'oublions pas que la France a été battue par l'Allemagne 2-0, et on a vu beaucoup de lacunes. Et on disait... En match amical. Voilà, c'était un match amical. Où, enfin, c'est jamais trop amical, mais... à chaque entrée, la France encaissait. C'est-à-dire que premier but, 7 secondes, et deuxième but, à peine 4 minutes ou 7 minutes après la deuxième. Et la France subissait des vagues. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder cette équipe de France, j'ai dit quand même que la défense a été rassurante. Saliba, il a confirmé. Upamecano, je n'étais pas certain, mais aujourd'hui, il a quand même montré que il peut avoir ce qu'on peut appeler le côté complémentaire. Le côté athlétique. Et il faut savoir que cette équipe de Belgique a beaucoup de la taille. Or, Lukaku, vous voulez dire? Oui, 1m91. Même Vertonghen, il a beaucoup de la taille. Ils sont solides. Donc, quand on regarde l'équipe de la France, on peut se dire quand même qu'on peut rivaliser. Sur le plan offensif, je ne suis pas beaucoup inquiet. Pourquoi je ne suis pas inquiet? Parce que justement, vous avez parlé des occasions créées. Oui, mais la France, si on a des occasions, mais qu'on ne met pas la balle au fond, on ne sera pas qualifié. A toujours dit, les buts arrivent comme le ketchup. La France, si on cite Cristiano Ronaldo, la France, elle est des équipes qui a créé plus d'occasions. Hein. Oui. C'est-à-dire, ils ont tiré 30 fois. 53 occasions. C'est l'équipe qui a eu 112 ballons dans la surface de réparation. Si ce n'est pas entré cette fois-ci, ça pourra entrer après. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se dire que Kylian Mbappé est en train de reprendre un peu ses repères. Donc, cette équipe de la France... cette équipe de la France, bon, elle est déjà aussi habituée à cette équipe de la Belgique. La Belgique est dangereuse, mais ça finit toujours par la même histoire, comme le dit un proverbe africain. Les poils du mouton n'ont jamais étranglé le renard. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... C'est de la laine. Ce qui m'inquiète, c'est que Rémi Ngono utilise Cristiano Ronaldo pour justifier le manque de réussite de la France, alors que Cristiano Ronaldo a marqué, comme tout chacun sait, dans 7 euros aussi, énormément de buts, puisque son compteur est à 0, et que du coup... il a eu des opportunités. Oui, et il a eu aussi beaucoup d'opportunités. Voilà, alors on verra au prochain match, mais jusqu'à présent, il n'a pas beaucoup marqué, lui non plus. Quelles sont les certitudes pour vous du côté de l'équipe de France? En fait, c'est amusant, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose avec les Bleus et les supporters. C'est ce qu'on se dit, effectivement. Ouais. À la fin du premier tour, on dit quelle équipe de... ils ont vraiment fait des matchs pitoyables. Didier Deschamps, vous avez entendu, il nous a dit, vous n'êtes pas content, éteignez la télé. Oui. Mais attendez, Didier Deschamps, c'est son 6e Euro. 3 en tant que joueur, dont il en a gagné un, et 3 en tant que sélectionneur, avec une finale en 2016. Donc, il connaît la compétition, il sait qu'elle est très relevée, parce que la densité du plateau européen, effectivement, fait que tous les matchs, dès le premier tour, sont difficiles. Et il sait que son équipe, elle utilise en général ce premier tour pour être performante dans les matchs à élimination directe. Donc, effectivement, ils ont manqué d'efficacité. Effectivement, on a des chiffres avoisinants. Rémi Ngono dit 50 occasions. Moi, j'avais 48. Mais bon, à l'arrivée, l'équipe à 2 occasions près. Oui, et l'équipe de France, de toute façon, c'était évidence, manque de réalisme. On est d'accord là-dessus. Mais la Belgique aussi. Et quelque part, l'Angleterre aussi. Donc, on voit que c'est un manque de fraîcheur, de lucidité qui explique que ces grandes équipes ne soient pas encore au top. Mais moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour les Bleus. Et je pense que cette équipe de Belgique... Il y a 2 façons de voir les choses. Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bien sûr. Moi, je pense que dans ce cas de figure, il faut le voir à moitié plein, parce que dans le football, le plus dur, on sait que c'est se procurer des occasions. Et là, on parle quand même des joueurs. Mbappé, il en a marqué combien de buts cette année?
C'est des joueurs qui, 44. c'est des joueurs qui tournent 44. Je croyais que c'était 48. Bon, C'est allez, des joueurs d'accord, qui Rémi, tournent 44. entre 40 et 50 buts par 47 saison. maintenant. Donc, c'est pas parce que, OK, là, pour le coup, ils ont manqué d'efficacité, mais le gardien a le droit aussi de faire des arrêts. Hein. Sinon, le gardien, on le sort des buts et qu'il n'existe plus. Ah, vous êtes sur Mais- la ligne de Didier Deschamps. Non, mais si, parce que j'ai l'impression que quand les gens ils analysent cette performance-là, on a l'impression que le gardien, il n'a pas le droit d'arrêter. Attention, il a le droit d'arrêter. Comme l'équipe de France aussi a eu des occasions contre elle où Maignan a dû s'employer pour Bien sûr. sortir des ballons. Bien sûr. Donc moi, je trouve que moi, je ne suis pas inquiet sur ce point-là. Rémi parlait tout à l'heure de la défense. C'est une défense qui est pour moi inexpérimentée parce que les deux joueurs, ils ne se connaissent pas. Ils se découvrent là à l'Euro. On a vu notamment Upamecano, même moi, je m'inquiétais un peu de Mais ils sa ont eu 4 performance. matchs déjà. Hein. Il a été bon, Upamecano, mais attention, il a toujours ces petites erreurs d'inattention. Mais On voit Saliba, notamment Saliba le on pense penalty. bien, non? Oui, Saliba compense bien, mais attention, Upamecano qui joue énormément sur sa puissance et quelquefois sa vitesse. On a vu sur le penalty de la Pologne, où il va taper dans le pied de oui. l'attaquant polonais. Ça, c'est des choses qui lui arrivent souvent. On l'a vu aussi du côté du Bayern. Hein. Il peut réaliser un grand match et souvent, il a souvent ces absences-là qui peuvent être, pour moi, cruciales. Mais attention, quand on Mais regarde Maignan aussi le arrête les milieu... pénaltys. Oui, heureusement que maintenant, l'équipe de Oui, mais on France les a fait un gardien retirer. capable d'arrêter. Maintenant, Ouais, le milieu, pour contre moi, la c'est où il y a Pologne. la plus grosse satisfaction dans Non. ce milieu de terrain. Donc vous Avec êtes- N'Golo Kanté, Rabiot, je trouve que c'est un milieu très, très équilibré avec Chouameni aussi qu'on peut ajouter. Benjamin, que dire du somme, du Non, somme moi, des je Belges? suis contre. Ah ben si. Ah non, Rémi. je suis contre cette analyse. Je suis contre cette analyse parce C'est-à-dire, Rémi que, c'est-à-dire que quand il me dit que c'est la satisfaction au milieu de terrain, non, parce que tu sais justement le milieu de terrain aujourd'hui des Bleus. Il y a N'Golo Ne Kanté permet pas- quand même. Oui, mais on a vu les limites la dernière fois. non, Non, on a vu les limites. Dans ce cas, Mais Ronaldo, on a attends, vu ses attends, limites lors attends, du match je- contre la je Géorgie. te dis- Ah, mais ça fait Ah, longtemps c'est qu'on ça. dit parce ça. que vous ne pouvez pas aligner 3 milieux défensifs, mon cher. Le football ne se joue plus comme ça. C'est quoi ça? À une certaine Rémi, période. je tu- suis d'accord avec toi sur l'animation de l'équipe de France par rapport à ces trois milieux. Pour moi, dans la logique, Griezmann, il doit jouer derrière l'attaquant de base. Parce que Griezmann, c'est le poste où il est le mieux. On le voit à l'Atlético quand il est dans ce rôle un peu hybride où il n'a pas de poste. Il est capable de se déplacer de gauche à droite, décrocher. Je suis d'accord avec toi. Mais dès lors où Deschamps décide de jouer comme ça, on a vu, parce qu'il voulait privilégier un jeu à vocation offensive et ramener beaucoup de vitesse. Quand on regarde les trois offensifs, quand vous mettez Rabiot à tu gauche vois qui les ne sait trois- pas centrer. Non, mais moi, je te parle pas de On ce peut pas dire match-là. ça. Je Non, te on peut pas dire ça. te parle pas de ce Et match-là. Rabiot à gauche. Rabiot, On a vu non, mais Matuidi aussi il dans a- ce rôle. Hein, Oui, et il oui, avait absolument. pourtant très, Il très a fait bien joué. un hein. choix contre les Pays-Bas qui effectivement était un peu étonnant, qui n'a pas donné totale satisfaction puisqu'ils n'ont pas marqué. Mais les autres options qu'il a prises non plus n'ont pas Mais ils se donné sont créés des satisfaction. occasions. Hein, Mais parce exactement. que s'il marque, je suis Moi- même pas sûr qu'on en parle aujourd'hui de son système. Moi, Mais c'est parce qu'il n'a pas marqué, ils n'ont pas marqué qu'on en parle. Bon, en tout cas, on verra de quel côté sera le seum lundi soir après cette rencontre avec nos chers voisins, les Belges. Il y a aussi la Mannschaft. La Mannschaft, alors elle jouera dès samedi soir et c'est l'équipe du pays hôte. Et on le sait, pour que la fête soit belle, il vaut mieux que le pays hôte aille loin. Je crois que nos amis ivoiriens en savent quelque chose. En tout cas, elle est arrivée comme finalement favori numéro 1. Grâce à ça, elle joue à domicile et en plus, elle avait fait plutôt une bonne préparation. Et puis, on a l'impression qu'avec cette nationale Mannschaft, il y a une adéquation entre ce sélectionneur, Julian Nagelsmann, et son équipe. On a eu un petit doute face à la Suisse. Mais Rémi, est-ce que pour vous, l'Allemagne, dès le premier match, là, avec ce 5-1 face à l'Écosse, on s'est dit waouh, est-ce que vous aussi, vous pensez que elle continue à avoir ce statut de favori? Déjà, les bookmakers placent l'Allemagne en quatrième position. Donc, l'Allemagne est derrière la France selon les sondages. Mais quand on essaie de regarder quand même cette équipe d'Allemagne, elle est beaucoup cohérente. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, le meilleur joueur de l'Euro, c'est quand même Toni Kroos. Oui. Et maintenant, vous avez aussi des flèches qui sont devant, avec certainement Moussiala, qui fait une prestation extraordinaire, Wirtz qui peut bien rassurer. Gundogan, je l'ai trouvé un peu épuisé, mais on sent quand même Et on a de la Füllkrug technicité, aussi, ouais. de l'expérience et qu'il est capable de jouer entre les lignes.
à partir de là, vous avez aussi une assurance derrière. Parce que Neuer, quoi qu'on dise, c'est un vrai monument. Et Rudiger peut compenser beaucoup avec aussi des transversales. Donc, ils ont déjà 2 personnes qui font des transversales. C'est une équipe qui peut rapidement faire des transitions, qui peut être dangereuse. Donc, pour moi, l'Allemagne, aujourd'hui, avec les Kimmich, a un effectif qui est digne d'aller jusqu'au bout. Avec un bon gardien, il faut rajouter aussi. Hein. C'est ça que Oui, je il dis. le disait avec Neuer. Ah il oui, le oui. disait. Non, mais Benjamin. après, moi, je pense que si le plan offensif, il est bon. Les Allemands, il leur manque juste un attaquant. Il va falloir que l'entraîneur fasse un choix. Havertz, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Pour moi... Bah oui, je crois que déjà Voilà. à Chelsea, on a vu un peu ses limites Oui, à oui, l'époque. Il y a un peu de limites, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Havertz Parce que quand vous avez a un Folcroft- avantage, c'est que Havertz, au niveau de la taille, c'est 1m91. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de fixer et en même temps de décrocher. Et je crois qu'on joue beaucoup sur ces qualités-là. Rémi, Je crois que la force de l'Allemagne, c'est justement d'avoir plusieurs attaquants. Et ça peut être Havertz, mais ça peut être aussi Füllkrug. D'ailleurs, tout le monde marque dans Faut cette le équipe. dire, Il n'y en a même pas un qu'un mieux. seul. Oui, Füllkrug, oui, chaque oui. fois qu'il rentre, À chaque fois qu'il rentre. il marque. Donc, quand vous avez un joker de cette qualité et que cette complémentarité se passe dans un bon état d'esprit, on n'a pas entendu de scandale en Allemagne, comme parfois il y en a, des tiraillements au sein du groupe. Il faut garder justement cette énergie, cette répartition des rôles. Parce que Kai Havertz, mine de rien, effectivement, il marque pas, il déçoit un peu, mais il fait un travail considérable. Et puis surtout, je Un pense peu que à la Benjamin Giroud, non? Oui, mais Benjamin Moukanjo, Giroud, je pense, il marque, lui, surtout, par il est contre, hein. très intelligent dans, Même moi, très à la Coupe du intelligent Monde. dans ses déplacements, Ouais. Havertz. Il laisse les espaces dans lesquels peuvent s'engouffrer Moussiala ou Wirtz, voire Ilkay Gundogan. Moi, je trouve cette équipe d'Allemagne très intéressante. Alors, bien sûr, le 5-1 initial face à une équipe d'Écosse qui a joué Oui, à 10 c'était toute la pas- deuxième période, Bien c'était sûr. un score un Ah peu bah, trompeur. c'est en fonction Mais derrière, de- ils ont battu la Hongrie et ils sont revenus à égalité contre Ils ont eu l'Écosse, du mal. contre Oui, la mais Suisse. contre la la Suisse, Suisse. Voilà. Oui, mais c'était encore une fois, qu'il y a une bonne équipe. c'était pas évident. Hein. Et ils ont quand même arraché le nul dans les arrêts de jeu. Donc, je pense que cette équipe d'Allemagne, face au Danemark, elle devrait aller en quart. Celui qui nous impressionne dans cette équipe d'Allemagne, Benjamin, c'est Moussiala. Ah oui. On Bah, l'attendait. On se disait, Oui, est-ce pour qu'il le- sera au pour le- rendez-vous? Pour le Et il y moment, est. il est au rendez-vous pour le Lui, moment. il y est. Avec Wirtz même devant, moi je dirais même les deux. Quand vous avez quand même 2 joueurs de ce profil-là, l'un à droite, l'un à gauche, ils vous amènent beaucoup de techniques dans ce rôle qu'ils ont l'habitude de jouer, rentrer dans l'intérieur, se mettre dans le dos des défenseurs. En tout Et cas, puis, face au Danemark, ça va être disputé. ça va hein. être une autre Parce paire que de c'est pas la manches parce que Suisse, mais les ils sont Danois, solides. physiquement, ils vont imposer, Ouais. ils vont aller parce que les Danois, c'est des grands gabarits, Mhm. c'est 1m85, 90. Mais ces joueurs-là, ils ont l'habitude, Annie, hein, ils jouent la Ligue des Champions chaque saison, ils ont l'habitude de se frotter à ce genre de profil. Mais c'est clair que moi, je crois que sur ce match-là, la réponse, elle va être physique. Et dans ce milieu de terrain, surtout. Parce que Danois, quand on pense à Eriksen, en plus, la belle Oui. histoire pour moi de cet Euro, d'ailleurs, Et c'est qui est- lui, et parce qui est qu'il aurait pu ne sacrément pas être présent. là Ouais, ouais. aujourd'hui. Et en plus, il marque le premier but Exactement. du Danemark lors de l'Euro. Oui, c'est la belle histoire. Alors, dans cet Euro, on a eu donc déjà 36 matchs en 12 jours. Rémi, on voulait vous demander à chacun votre coup de cœur ou votre coup de griffe par rapport à cette compétition. Mon coup de griffe, ce sera... Choisissez la griffe, vous, pas le cœur. Ce n'est pas un Tout de coup de suite. cœur. C'est un lion, c'est pour ça. C'est un coup de griffe contre Ousmane Dembélé. Même s'il a créé un penalty, je crois qu'il est quand même assez décevant. Et lorsque j'essaie de regarder ses statistiques, je dis quand même, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Parce que vous voyez quand même un Bah, il joueur fait ce qui qu'il n'a pas... fait au PSG, ce qu'il fait au Barça. Vous vous rendez compte qu'un joueur de cette envergure se retrouve avec une seule passe décisive dans l'équipe de France? Mais par contre, comment Didier Deschamps Combien peut d'expected m'expliquer- goals avec lui? Comment peut-il m'expliquer, par exemple, que Coman, qui a marqué 7 buts, qui a délivré Mais 4 il passes était blessé, je décisives, crois, Rémi, hein. oui, mais 4 Il passes avait du mal. décisives, mais attends, il est déjà en forme là, Ouais, ouais. qu'il ne puisse pas avoir autant de chances qu'Ousmane Dembélé. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'agace et qui me dépasse. Un coup de griffe. Vous aussi, vous êtes un lion, Benjamin? Non, mais moi, j'ai un coup de cœur. Ah. J'ai un coup de cœur, mais pour moi, j'hésitais entre soit l'équipe d'Espagne en elle-même dans sa généralité, ou je pensais à un joueur en particulier, à Vitinha, mais je pense que je vais privilégier Vitinha parce que... Alors là, c'est le Portugal. Oui, c'est le Portugal. c'est le Portugal. Non, je disais, Oui. j'hésitais entre l'Espagne et Vitinha, le Portugal. Mais je vais parler de Vitinha parce que je trouve que c'est un joueur qui
qui fait un très très bel Euro depuis le début. On l'a vu grandir au PSG. Voilà, on l'a vu grandir au PSG. Je crois que son repositionnement d'ailleurs avec Luis Enrique à Paris a été pour moi l'élément un peu déclencheur de sa bonne forme. On le voit, il est devenu un atout important du côté du Portugal, dans ce mouvement entre les lignes, dans ce décrochage où il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Et puis il a rajouté quand même quelque chose à sa palette, cette frappe de loin. Et on sait que dans cet Euro, ils vont être face à une équipe qui va défendre devant son but. Et quand on frappe de loin, ça peut être la solution parfois pour marquer les buts. Donc moi, je voulais souligner son apport et je trouve qu'il fait un très très bel Euro. Xavier, coup de cœur ou coup de griffe? Moi, j'ai envie de vous donner un coup, les deux en fait, mais surtout un coup de cœur. D'abord, toujours en étant positif. Un seul. La Géorgie. La Géorgie de Willy Sagnol, c'est incroyable. Alors, encore une fois, je le répète, du temps de l'URSS, il y avait de très bons footballeurs géorgiens dans la sélection soviétique. Mais là, ce petit pays a réussi à faire une équipe entière avec des joueurs, certains, enfin, un ou deux qu'on connaissait comme Gvara à Naples ou Mikotadze à Metz. Mais sinon, c'est vrai que les autres sont souvent des joueurs de deuxième division allemande. Ils jouent parfois dans des clubs qu'on ne connaît pas. Et il a réussi, Willy Sagnol, à constituer une équipe extrêmement efficace. Alors effectivement, ils jouent avec leurs armes, donc ils jouent plutôt défensif et ils jouent en contre-attaque. Mais c'est fabuleux pour ce petit pays qui participe pour la première fois sous son drapeau à l'Euro d'être au rendez-vous des huitièmes de finale. Ouais. C'est extraordinaire. C'est le rêve du côté de Tbilissi où il y a eu la fête au soir de cette qualification. Voilà pour ce qui est de l'Euro. Place au match, place au ballon qui va rouler. Et nous, on va partir vers les États-Unis. La Céleste et l'équipe d'Uruguay est en marche. Cette équipe qui a pour l'instant infligé des sacrées corrections à ses adversaires se retrouve sous les yeux des projecteurs, sous les feux des projecteurs, pardon. 3 buts face au Panama, c'était le premier but la première journée, 3-1 sur le final. Et puis cette nuit, face à la Bolivie, mais je crois que la Bolivie, dès qu'elle descend des Andes et qu'elle va au niveau de la mer, là ça se passe moins bien. Ils ont encaissé 5 buts. Les Boliviens, c'est toujours un peu les boucs émissaires de cette région. Cette équipe, en tout cas du Rio de la Plata, qui n'avait pas passé le premier tour à la dernière Coupe du Monde, et c'est très rare pour les Uruguayens, et ça les a beaucoup vexés, ils nous donnent l'impression de revivre et de revivre dans le sillage de leur sélectionneur arrivé il y a un an, un certain Marcelo Bielsa. Déjà, on a l'impression que la patte des locaux argentins se voit sur les résultats. En tout cas, en 12 matchs, ils enregistrent 9 victoires. Et ils ont battu, alors ça c'était durant les éliminatoires à la Coupe du Monde de 2026, et le Brésil et l'Argentine à la Bombonera. Donc c'est quand même des belles prestations de cette équipe. Il a des très bons joueurs, Marcelo Bielsa. Xavier, est-ce que le style Marcelo Bielsa, selon vous, s'imprime déjà sur ce groupe et dans la tête des joueurs? C'est fabuleux ce qu'il fait. Parce que l'Uruguay, c'est un pays avec cette Garacharwa, cette grinta qui est on défend, on balance devant, et puis on a un Luis Suarez ou un Cavani ou maintenant un Darwin Núñez pour faire la différence. Et vous l'avez rappelé, Annie, à la dernière Coupe du Monde, au Qatar, ça n'a pas suffi. Ils ne sont pas sortis des poules. Or, là, Marcelo Bielsa, il amène une révolution complète. Et il amène une révolution avec pratiquement les mêmes joueurs. Alors, il y a quelques trentenaires qui ont été écartés, mais si vous regardez bien, son groupe, là, il y en a sur les 26, il y en a 15 qui étaient à la Coupe du Monde. 15, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout changé. Ouais. Il en a gardé l'essentiel. Oui, et il a réussi. Qu'on connaît bien, Valverde de Madrid. On a Ugarte qui jouait ou joue au Paris Saint-Germain. Betancourt de Tottenham. À la Oro à Barcelone. Mais ces joueurs-là, il a réussi à leur mettre dans la tête, on va arrêter de bétonner et de jouer comme le fait l'Uruguay depuis 50 ou 60 ans, et on va jouer l'attaque. Et ça marche. Ça, c'est fabuleux. Comme quoi, effectivement, un entraîneur qui a des convictions, il peut arriver à changer les choses. Mais bien sûr, il a toujours joué l'attaque. Oui, mais à l'Uruguay, c'est un vrai défi. Vous avez vu, vous avez un Uruguayen à côté de vous, parce qu'il est céleste, n'est-ce pas? Vous êtes impressionné par cette équipe. Est-ce qu'on peut se dire, finalement, parce qu'au début de l'Euro, de la Copa América, évidemment, on s'est dit, comment va l'Argentine? Comment va le Brésil? Et alors, on se doutait qu'avec Bielsa, il pouvait se passer quelque chose. Est-ce que c'est déjà toujours quelque chose? Toujours quelque chose.
Maintenant, le problème, c'est ça va durer combien de temps? Voilà, parce qu'ils gagnent pas, c'est ça qu'on lui reproche Oui, aussi. Mais est-ce qu'on peut les mettre parmi les favoris de la compétition? Parce que ça changerait quelque chose pour Bielsa quand même. Aïe, Ah, les favoris, aïe, ça va être compliqué. il fait la grimace. Ah, Ils les sont déjà favoris- en quart de finale, hein, ils sont comme déjà- l'Argentine. c'est déjà pas mal. Il faut pas s'emballer. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est là, Bielsa, à peu Oui, près. un an. Il est en train de travailler. C'est bien déjà ce qu'il met en place. Et Je Darwin pense que Núñez, l'objectif. il est devenu bien Oui, je pense qu'il a meilleur marqué en avec lui. plus avec Bielsa. Dans les il deux est- matchs. Oui, parce que Suarez, il est remplaçant. Oui. Oui, bah oui. Donc, voilà, Il est un peu c'est fini, un choix Suarez. logique. Hein. Suarez, Oui, oui. ça y est, c'est la fin. Mais le groupe aussi, il est jeune. Il a quand même de jeunes joueurs dans son groupe. Hein. Et puis, c'est pas n'importe quel joueur. Tu disais tout à l'heure, Xavier, tu t'as cité le nom des joueurs. C'est des joueurs qui jouent tous dans des grands clubs. Oui. Maintenant, on sait que quand on a des joueurs comme ça, le plus important et le plus difficile pour un entraîneur, c'est de pouvoir les faire jouer ensemble. Et là, c'est ce que Bielsa il réussit à faire pour le moment. Moi, je ne vais pas m'emballer parce que je sais que Bielsa reste un formidable entraîneur qui a toujours cette vocation à jouer offensif, à aller toujours marquer un but de plus que l'adversaire. On a vu notamment avec Marseille. Mais on sait aussi que Bielsa, ce qu'on lui demande souvent, c'est dans la durée, c'est de pouvoir aller gagner des titres. Mais il faut... Mais il l'a fait déjà. Avec le Chili, Ouais. il l'a fait avec l'Argentine. Alors, c'était les Jeux Olympiques, c'était un peu différent, Ouais. mais il l'a déjà fait. Bah, il a et été c'est vrai que- championship en Angleterre. Hein. avec Leeds, Ouais, C'est à la Leeds. deuxième Donc, division quand même. Et anglaise. il sait faire changer les choses et obtenir des résultats. Alors, effectivement, quand il est arrivé, j'allais dire, au très haut niveau, avec Leeds en Ouais, Première Ligue, ça a été plus coincé, compliqué. ouais. Première Avec saison, l'OM, non, mais- oui, mais du Si on coup, lui donne pas les il est là dans un registre où il maîtrise peut-être mieux la situation parce qu'en fait, c'est une durée de compétition assez courte. C'est pas Ouais. une saison entière, Oui. c'est un mois et C'est demi. pas pareil. Il ouais. a gagné fait, avec ouais. le Chili cette Non, Copa c'est plus América. court, c'est Ouais. 3 Donc- semaines seulement la Copa América. Oui, avec la préparation, ça Oui. fait un petit moment qu'il les a. Mais donc, on a un défi que Marcelo Bielsa a déjà relevé avec succès. Rémi, est-ce que vous appréciez le football de Bielsa avec cet Uruguay un peu un anti-Mourinho quand même? Il ne peut pas, J'ai- il peut pas aimer ça, Rémi. J'ai Non, il ne peut pas. j'ai l'impression que Déteste. nous sommes en train de parler de l'équipe de la République centrafricaine. Que non. C'est l'une des plus grandes équipes de l'Amérique du Sud. Ils ont déjà Deux remporté. coupes du... Ouais, Rémi. Mais attendez, Mais 15. vous savez. Ouais, mais elle avait un passage à vide. 15. Attendez, si Ah oui. on parle des équipes qui ont remporté la Copa Mais la América, dernière fois, c'est 2011. c'est l'Argentine 15 et l'Uruguay 15. C'est-à-dire Ouais. que le Brésil vient derrière avec 9. Mhm. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Et quand vous regardez les joueurs que vous avez cités là, c'est-à-dire que le milieu de terrain de l'Uruguay est le meilleur actuellement parce que, par exemple, vous avez quelqu'un qui avale des kilomètres et qui est dans le système de jeu de Madrid. Valverde. Comment est-ce que vous allez dire que vous avez Valverde, vous avez même les Arao et d'ailleurs Cáceres Araujo. au niveau de la défense. Au niveau de la défense. Et vous avez... Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup brillé avec Liverpool, mais aujourd'hui, il est quand même à 10 buts en 7 matchs. C'est-à-dire que Darwin Núñez, moi, je peux dire, quand vous essayez de regarder ça, vous avez battu l'Argentine 2-0. Vous avez battu le Brésil 2-0. Et on dit que vous n'êtes pas favori. Mais c'est l'Argentine et le Brésil qui sont supposés être favoris. Oui. Vous et le Mexique. Qui le même- sont, disons, le Mexique systématiquement. même, le Mexique même qui est aussi parmi les Maintenant, favoris ouais. a pris 4-0 face à eux. Donc pour moi, ceux qui vont s'amuser avec cette équipe de l'Uruguay vont finir par le regretter parce que moi je vois l'Uruguay aller jusqu'au bout parce qu'il y a un proverbe africain qui dit Tu as gagné? qui se fait miel Mais il va y se avoir- fait avaler par les mouches. il va y avoir un match très intéressant lors de la dernière journée parce qu'il y a Uruguay-États-Unis. Et Euh, comme les États-Unis ont perdu cette nuit lors de la deuxième match, ils sont obligés au moins de ne pas perdre lors de la troisième. Et donc, ça veut dire que les Uruguayens, sur la logique de Bielsa, ils vont vouloir gagner aussi. On devrait avoir un match extrêmement spectaculaire entre Mais là, on va- les États-Unis et Et l'Uruguay. ils ont une bonne défense, hein, Ouais, comme ouais. j'ai dit. ouais. Ça va être très intéressant. Oh, Euro, ju- Oliveira, juste- c'est... Juste une chose, Benjamin, un petit mot, mais sur Marcelo Bielsa, parce qu'on lui reproche justement, on se souvient de son passage à Marseille, où je pense que quand on dit le mot Bielsa aux supporters de l'OM, il sourit, même s'il n'avait fini que 4e, raté la Ligue des Champions et tout. Comment on peut expliquer cette aura un peu qui l'accompagne, alors qu'on dit que par ailleurs, eh ben, il gagne pas toujours un titre? Déjà, de base, Xavier le disait, il a cité, même s'il n'a pas beaucoup gagné, mais il a cité quand même les clubs dans lesquels il a été performant. Ben, On pense à Leeds, où à il fait Leeds. monter quand même
en La première sélection ligue. chilienne, le gros Voilà. échec, c'était Lille, mais on lui a pas donné beaucoup de Oui, chance il non n'est pas plus. resté longtemps. Voilà, exactement. Et à Marseille, moi, je trouvais même qu'il avait fait de bonnes choses. Moi, j'ai eu même la chance de jouer contre l'OM de Bielsa avec beaucoup d'intensité. Mais son jeu, ça demande énormément d'efforts. Et c'est là où on lui reprochait parce que quand on arrive en fin de saison dans cette espèce de money time, on les sentait quand même émoussés parce que tout au long de la saison, ils ont tellement donné qu'à la fin, ils avançaient plus trop. Mais les supporters, ce qu'ils aiment, finalement, c'est le spectacle offert, c'est ça? Mais en tout cas, le spectacle, il y en avait. Hein. Bah oui, il y a des buts. Bon, en tout cas, les prochains matchs à venir de cette Copa América, avant la 3e journée et le match que Avec vous Messi citiez. qui n'a pas marqué. Et lui, il ne parle pas de ça, il ne parle que de Cristiano Ronaldo. Si, il a marqué. Continuons. Mais si, Rémi, il a marqué sur le premier match. Non, il a fait des Ah, passes une décisives. passe décisive, pardon. Et depuis, il est un peu blessé. Bon, alors, il continue. En tout cas, les matchs à venir la nuit prochaine, si vous êtes réveillé vers 3h du matin, il y a Colombie, Costa Rica, et on a vu un très bon James Rodriguez dans cette équipe. Et puis, on a Paraguay, Brésil. Alors, le Brésil, ils ont intérêt à marquer des buts. Là, ça ne pourrait que les servir. Allez, c'est le moment de vos cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. C'est très bien qu'on vous donne la parole grâce à vos cartons parce que vous l'avez remarqué, hein, Frédéric Suto n'est pas là, mais il suit les championnats d'athlétisme à Angers, dans l'ouest de la France. Donc c'était difficile, il n'y avait pas d'hologramme et il n'y avait pas de remplaçant aujourd'hui. Allez, vos cartons sélectionnés par David Finzel. Bonsoir, Radio Foot International, le Café des Sports. C'est Désiré Sourou depuis Alada, au Bénin. Je donne un carton vert à la Roja Española pour son brillant parcours lors du premier tour de l'Euro 2024. À cette allure, l'Espagne gagnera la Coupe d'Europe cette année. Viva España! Viva España! Fraternité d'Italia, l'Italia celesta, dell'elmo di Scipio, c'è cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma. Qu'est-ce qu'il y a bas di Roma, Dio la creo. Fabio Fofana, grazie italiane, grazie. La vittoria. Je suis Jean-Baptiste du Sénégal. Je voudrais donner un carton rouge à toutes ces équipes dites grandes et qui sont vraiment en train de nous décevoir, aussi bien donc en Euro qu'à la Copa América. Je voudrais donc nommer la France, la Belgique, l'Angleterre et le Brésil. Vraiment, le football que vous produisez est vraiment en deçà de nos attentes. Nous espérons donc que cette seconde phase, vous ferez mieux. Et mention spéciale à N'Golo Kanté. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Alisher Abbas en direct de la République centrafricaine. Je porte un chapeau en or à l'équipe de l'Ukraine qui a pu définir son talent footballistique avec 4 points malgré sa disqualification. C'est une première fois dans l'histoire du football qu'une équipe soit éliminée. Chapeau à l'Ukraine qui est tombée l'arme à la main. Salut Café des Sports, c'est Philon Bailly et Yamsoukro. Un carton rouge à Didier Deschamps. Didier Deschamps parce que avec les joueurs qu'il a, le jeu qu'il nous propose est insipide. Aucune créativité dans le jeu. On se demande, le temps a fini par avoir raison de Didier Deschamps. On espère qu'après cette compétition, il va déposer la clé pour d'autres challenges. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie et à toute l'équipe. Moi c'est Georges, je vous appelle de Londres. Et puis mon carton cette semaine, c'est carton jaune envers la média anglaise qui s'en prend pour rien du tout à Southgate et puis aux joueurs de Trois Lions. Laissez les joueurs tranquilles et puis Southgate avec vos attentes démesurées là. Laissez les joueurs tranquilles. Merci et puis bonne émission. Bonjour Café des Sports, c'est Abousso depuis Nouakchott en Mauritanie. Mon carton il est vert, il est adressé au journaliste italien qui a rendu hommage à Luka Modric sur son carrière et qui l'a demandé aussi de ne pas retraiter. Et c'est vraiment extraordinaire. Salut à toute l'équipe de Radio Foot International. Moi c'est Angèle Ebodé depuis Douala, Cameroun. J'adresse un carton vert
à la vaillante équipe de Géorgie pour avoir décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la plus belle des façons en battant le Portugal, le grand Portugal de Cristiano Ronaldo. Félicitations au peuple géorgien et bonne chance pour la suite. Coucou RFI, moi c'est Patrick depuis la ville de Cologne en Allemagne. J'adresse un carton vert au meilleur buteur de l'Euro actuellement. Ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Lukaku, ce n'est pas Modric, mais ce monsieur s'appelle contre son camp avec 6 buts au compteur. Il est en phase pour remporter le record des buts contre son camp qui est de 11 buts, je crois. Rémi, tu peux me corriger. Donc, c'est le seul buteur que lorsqu'il marque, ses coéquipiers ne courent pas pour l'encourager, mais plutôt pour le réconforter. Et chacun secoue juste la tête. Carton vert à ce monsieur. Alors, vous avez l'humour, vous savez vous mettre en scène, vous savez chanter, vous nous enchantez chaque semaine. Merci à tous et n'hésitez pas surtout à envoyer des cartons. Et les filles, s'il vous plaît, montrez que vous aimez aussi le foot, s'il vous plaît. David se fera un plaisir de vous sélectionner. Allez, à qui le tour ? Eh bien, on va commencer par une triste nouvelle et je crois que vos cartons se ressemblent. Rémi et Benjamin. Benjamin, à vous la parole. Votre carton et Rémi complétera. Ouais, mon carton, Annie, n'a pas de couleur. N'a pas de couleur parce que c'est une triste nouvelle qu'on a appris hier dans l'après-midi. Le décès, excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est quelqu'un que je connaissais particulièrement, avec qui on a échangé encore il n'y a même pas une semaine. Le décès de Landry Nguemo, qui a été un coéquipier. On a joué en sélection ensemble. On a appris malheureusement son décès hier qui nous a bouleversés. Moi, j'avais une forte pensée pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, sa famille au Cameroun et le monde du football camerounais en particulier, qui repose en paix. J'espère qu'on lui fera quand même un bel hommage parce qu'il mérite, au-delà du footballeur qu'il a été, ce grand joueur. C'est un grand homme avec une belle âme, quelqu'un de bien, de jovial, toujours souriant. Et voilà, ça nous attriste énormément aujourd'hui. Un tragique accident de voiture hier matin. Rémi ? C'est le même carton vert que je lui adresse, mais j'aurais pu adresser un carton rouge parce que c'est du sang, parce que mon corps saigne. 38 ans, c'est un accident de circulation. Ça peut arriver à tout moment. Sauf que Kylian Mbappé tombe, pas que Kylian Mbappé, mais Landry Nguemo tombe dans ce qu'on appelle au Cameroun le triangle de la mort. C'est-à-dire les 3 routes qui relient les 3 grandes villes du Cameroun. Et je devrais vous annoncer que André Onana, le 22 mars 2022, aurait pu mourir sur l'une de ces routes parce que ça n'a pas de double voie. Alors le Cameroun, aujourd'hui, est un pays qui, faut-il le rappeler, en 2021, a enregistré 3225 morts d'accidents de route. Morts d'accidents de route. En 2022, le Cameroun, toujours sur les mêmes routes, c'est 3000 morts. C'est plus que n'importe quelle guerre. À partir d'un certain instant, on dit aux autorités, faites un effort pour faire que les routes passent. Là où la route passe, le développement suit. Comment on peut avoir 22 000 accidents au Cameroun? On ne peut pas, dans de telles conditions. Et il y a un proverbe africain qui dit, la mauvaise plaie guérit, mais la mauvaise réputation tue. C'était une triste nouvelle parce qu'en plus, ce joueur, Landry, était passé par des clubs français. Hein. Il a notamment joué à Bordeaux, à Saint-Étienne et à Nancy. Il a été un des joueurs avant de partir terminer sa carrière du côté de la Turquie. Il était un consultant comme vous sur une chaîne durant les compétitions de sport. On va s'arrêter là-dessus. En présentant toutes nos condoléances à la famille du football camerounais. Merci à tous et à dans 15 jours.